23 avril 1945. La guerre en Europe avait 8 jours devant elle, bien que personne agenouillé dans ce champ bavarois ne le sût encore. 14 garçons allemands, dont les âges allaient dire de 12 à 16 ans, enfoncèrent leurs genoux dans la terre boueuse et attendirent de mourir. Le plus jeune d'entre eux tremblait si violemment que la veste de la Wehrmacht d'occasion qui pendait de ses épaules maigres semblait flotter dans un vent qui ne soufflait pas. Theodor Naumann, 14 ans, garda les yeux fixés sur la terre entre ses mains. On lui avait enseigné dans la jeunesse hitlérienne que les soldats américains ne montraient aucune pitié envers les Allemands capturés. Les instructeurs leur avaient montré des photographies, raconté des histoires d'exécution et de torture. Maintenant, écoutant les bottes lourdes des soldats américains se déplacer derrière lui, Théo croyait chaque parole. Sa gorge se sentait serrée, ce qui rendait difficile la déglutition. Il voulait être courageux, mourir en tant que soldat pour la patrie, mais ses mains ne cessèrent de trembler. À sa gauche était agenouillé Berthold Lang, 16 ans et le plus âgé de leur groupe. Berthold avait tenté de maintenir l'ordre lors de leur reddition chaotique 1 heure plus tôt, mais maintenant son port militaire s'était complètement effondré. Des larmes coulaient à travers la terre sur son visage, bien qu'il ne fît aucun bruit. Il avait une jeune sœur à Hambourg, ou du moins l'espérait-il. La dernière lettre de chez lui était arrivée 3 mois auparavant. À la droite de Théo, les jumeaux Hartmann se pressaient si près l'un de l'autre qu'ils auraient pu essayer de devenir une seule personne. Konrad et Léopold, 12 ans, n'avaient été en uniforme que depuis 6 semaines. Leur mère les avait cachés aussi longtemps qu'elle le pouvait, mais les appels de dernière minute, désespérés, les avaient trouvés de toute façon. Maintenant, les lèvres de Léopold bougeaient en prière silencieuse, tandis que Konrad serrait la main de son frère avec une intensité aux jointures blanches. Le son des voix américaines se portait à travers le champ, trop lointain pour que les garçons comprennent les paroles. Théo attrapa des fragments d'anglais, une langue qui avait été interdite à l'école, remplacée par de la propagande sur l'ennemi décadent. Il entendit des rires des lignes américaines et sentit son estomac se tordre. Riait-il de ce qu'il s'apprêtait à faire? Plaisantait-il avant l'exécution? Théo ferma les yeux et pensa à sa mère. Elle avait pleuré quand il était parti pour l'entraînement, mais elle lui avait aussi dit de servir avec honneur. Saurait-elle jamais ce qui lui était arrivé? Quelqu'un viendrait-il lui dire que son fils était mort dans un champ boueux, exécuté par l'ennemi qu'on lui avait appris à haïr? Les pas se rapprochèrent. Théo entendit le clic distinctif des fusils qu'on manipulait, le froissement de l'équipement. C'était ça. Il essaya de prier, mais les paroles s'en mêlèrent dans son esprit. Il avait été si certain de tout il y a quelques mois, de la justice de leur cause, de la noblesse de leur sacrifice, du mal de leurs ennemis. Maintenant, agenouillé dans la boue, attendant de mourir, il ne ressentait que de la confusion et un désir désespéré de la cuisine de sa mère, de l'odeur de sa cuisine, du confort impossible d'être enfant à nouveau, au lieu de... Oh, soldat. La botte s'arrêta directement derrière lui. Théo avait rejoint la jeunesse hitlérienne à 10 ans, le même âge que tous les autres garçons allemands. À l'époque, cela semblait être une aventure, des voyages de camping dans les forêts bavaroises, apprendre à marcher en formation, chanter des chansons autour de feux de camp. Son père avait été fier, lui tapotant l'épaule et lui disant qu'il devenait un homme. C'était avant que son père parte pour le front de l'Est et ne revienne jamais. L'entraînement était devenu plus sérieux à mesure que la guerre se tournait contre l'Allemagne. Au moment où Théo eut 13 ans, les voyages de camping étaient devenus des exercices militaires. Les chansons autour du feu étaient devenues des conférences sur le sacrifice et le devoir. Les garçons plus âgés qui leur avaient autrefois enseigné les nœuds et la survie en nature disparurent un par un, envoyés combattre dans une guerre qui consumait tout ce qu'elle touchait. Berthold Lang avait été l'un de ces garçons plus âgés, un leader naturel qui prenait la responsabilité des plus jeunes. À 16 ans, il était techniquement encore un enfant, mais la guerre avait volé ce qui restait de son enfance. Il avait regardé ses instructeurs devenir plus désespérés, leurs discours plus frénétiques, à mesure que les forces alliées se rapprochèrent de l'Est et de l'Ouest. Quand l'appel final vint de défendre la Bavière contre l'avancée américaine, Berthold avait rassemblé les garçons plus jeunes et promis de les garder en sécurité. Il avait échoué. Les jumeaux Hartmann étaient arrivés à l'établissement d'entraînement seulement quelques semaines avant l'effondrement. Leur mère avait réussi à les cacher plus longtemps que la plupart,
prétendant qu'ils étaient malades, les déplaçant entre les maisons de parents, faisant tout ce qu'une mère pouvait faire pour protéger ses enfants d'une guerre qui les réclamait de toute façon. Mais les autorités étaient devenues impitoyables dans ces derniers mois. Et même les garçons de 12 ans étaient rien nécessaire pour combler les lacunes dans les défenses croulantes de l'Allemagne. Conrad et Léopold avaient à peine appris à tenir correctement un fusil avant de recevoir des uniformes et d'être envoyés rejoindre une unité défensive hétéroclite. Ils n'avaient aucun véritable entraînement militaire, aucune compréhension de la tactique ou de la guerre. Ils savaient comment marcher et comment saluer, et on leur avait dit que mourir pour la patrie était le plus grand honneur qu'un garçon allemand pouvait accomplir. Maintenant, agenouillés dans la boue, Théo se demandait comment ils avaient tous pu le croire. La propagande avait été si constante, si écrasante, que la remettre en question semblait impossible. Chaque adulte en qui ils avaient confiance leur avait dit les mêmes choses. Leurs professeurs, leurs chefs de jeunesse, les officiers qui les commandaient. Comment pouvaient-ils tous se tromper ? Mais ils s'étaient trompés. Théo pouvait le voir maintenant, bien que la réalisation soit venue trop tard pour le sauver. La grande cause pour laquelle ils se battaient a été révélée comme un mensonge au moment où leurs officiers les ont abandonnés il y a 3 jours. Les soldats plus âgés avaient enlevé leurs insignes et disparu dans la campagne, laissant les garçons face aux Américains seuls. Quel défenseur de la patrie son commandant s'était avéré être, s'enfuyant pour se sauver lui-même tandis que les enfants tenaient à la ligne. La botte américaine derrière Théo bougea dans la boue. Il entendit le grincement du cuir, le tintement de l'équipement métallique. Il serra les yeux plus fort et attendit la fin. Les instructeurs s'étaient assurés que les garçons savaient exactement à quoi s'attendre des Américains. L'oberste Führer Keller, un vétéran cicatrisé du front de l'Ouest, avait consacré des séances entières à décrire la cruauté des soldats ennemis. Il leur avait montré des photographies qu'il prétendait dépendre des prisonniers allemands torturés. Il leur avait lu des témoignages de soldats qui auraient supposément été témoins d'atrocités américaines. Chaque parole avait été conçue pour s'assurer que la reddition ne semblerait jamais être une option. « Les Américains ne prennent pas de prisonniers », avait dit Keller lors d'une conférence particulièrement vivante. Ils tirent sur les soldats qui se rendent sur place. S'ils prennent des prisonniers, ils les torturent tiquenés pour obtenir des informations, puis les exécutent de toute façon. Mieux vaut mourir en combattant que de tomber entre leurs mains. Théo avait cru chaque parole. Pourquoi ne le ferait-il pas ? Keller était un adulte, un officier, quelqu'un qui avait réellement combattu les Américains et survécu. La cicatrice sur son visage semblait être la preuve de la brutalité de l'ennemi. Le fait que Keller ait disparu avec les autres officiers quand les Américains sont réellement arrivés avait ébranlé la foi de Théo. Mais le conditionnement était trop profond pour être surmonté en seulement 3 jours. Berthold avait été celui qui a pris la décision de se rendre. Après que les officiers les aient abandonnés, les garçons s'étaient cachés dans une grange pendant 2 jours sans nourriture. Le 3e matin, des chars américains sont apparus sur la route. Berthold avait rassemblé les garçons plus jeunes et expliqué leurs options d'une voix qui essayait de sembler stable. Ils pouvaient courir et probablement être tués. Ils pouvaient essayer de combattre avec leurs fusils presque vides et certainement être tués, ou ils pouvaient se rendre et faire face à ce qui viendrait ensuite. Les jumeaux voulaient courir. Conrad était certain qu'ils pouvaient se rendre au bois, pouvaient se cacher jusqu'à la fin de la guerre, pouvaient d'une façon ou d'une autre trouver leur chemin vers la maison. Léopold était d'accord avec tout ce que son frère disait, comme il le faisait toujours. Mais Berthold avait souligné les mitrailleuses sur les chars, les soldats se déployant pour fouiller chaque bâtiment. Courir n'accomplissait rien, sauf s'assurer qu'ils mourraient et fatigués. Ils avaient l'idée, ça va donc marcher hors de la grange, les mains s'habillaient les mains levées, leurs fusils laissés derrière, leurs derniers lambeaux de dignité enroulés autour d'eux comme les uniformes surdimensionnés qu'ils portaient. Les soldats américains leur avaient crié dessus en anglais, des paroles que les garçons ne pouvaient pas comprendre. Ils avaient été rassemblés dans le champ et ordonnés de s'agenouiller. Les Américains avaient pris leurs quelques possessions, les avaient fouillées brutalement, puis les avaient laissés là, tandis qu'ils se consultaient dans leur langue étrange. C'était il y a 30 minutes.
30 minutes d'agenouillage dans la boue, écoutant les voix américaines discuter de leur sort, attendant l'exécution inévitable que leurs instructeurs avaient promise viendrait. Théo avait utilisé le temps pour prier, bien qu'il ne soit plus certain à qui il priait ou ce qu'il demandait. La miséricorde semblait trop espérée. Une mort rapide semblait être le mieux qu'il pouvait attendre. Derrière lui, le soldat américain s'éclaircit la gorge. Théo entendit le son distinctif d'un fusil qu'on ajustait. Le lieutenant Elliot Peyton avait vu beaucoup de choses pendant ses 18 mois en Europe qu'il aurait aimé oublier. Il avait vu des villes réduites en ruines, des réfugiés sans endroit où aller, des soldats bien trop jeunes mourant dans des champs qui ne signifiaient rien pour personne. Mais se tenant dans ce champ bavarois, regardant 14 enfants en uniforme de la Wehrmacht, il sentit quelque chose se briser dans sa poitrine qui ne s'était pas encore brisée malgré tout le reste. Le plus âgé ne pouvait pas avoir plus de 16 ans. Plusieurs semblaient à peine dans leurs adolescents. Et 2 d'entre eux, agenouillés côte à côte et se tenant les mains, semblaient assez jeunes pour être à l'école primaire à la maison. Ils portaient des uniformes qui pendèrent de leurs cadres malnutris comme des costumes dans une pièce de théâtre scolaire. Leurs bottes ne correspondaient pas, clairement récupérées de partout où elles pouvaient être trouvées. Ce n'étaient pas des soldats, c'étaient des enfants jouant à se déguiser dans un cauchemar. Peyton avait 32 ans, un avocat de Richmond, en Virginie avant la guerre. Il avait une femme nommée Caroline et un fils nommé Michael, qui venait de fêter ses 13 ans. Michael aimait le baseball et détestait les mathématiques, et était actuellement préoccupé par la question de savoir si Sally Anderson accepterait d'être sa cavalière pour le bal de printemps. Des préoccupations normales de 13 ans, le genre de préoccupation que ces garçons allemands auraient dû avoir au lieu d'être agenouillés dans la boue attendant de mourir. Son sergent, Leal Whitmore, se tenait à côté de lui, semblant également troublé. Cookie, comme tout le monde l'appelait, était le fils d'un fermier de l'Iowa qui s'était porté volontaire le jour après Pearl Harbor. Il avait vu des combats intenses en France, avait remporté une étoile de bronze à Saint-Lô et ne s'était jamais plaint de rien. Maintenant, il regardait Peyton avec une expression qui posait une question dont il connaissait déjà la réponse. « Nous ne pouvons pas simplement tirer sur des enfants, » dit Cookie tranquillement de son accent du Midwest plate. « Je ne me soucie pas de l'uniforme qu'il porte. Je ne le ferai pas, monsieur. Faites-moi passer en cour martiale, si vous le devez. » Peyton faillit rire de l'absurdité de la chose. Cour martiale pour refus d'exécuter des enfants. L'idée même était folle, mais il avait reçu l'ordre de traiter tous les combattants ennemis capturés selon les procédures standards, et ces garçons étaient là techniquement des combattants ennemis. Ils avaient été trouvés avec des armes portant des uniformes militaires dans une zone de combat active. Les règlements étaient clairs, sauf que les règlements n'avaient pas envisagé cela. Les règlements supposaient des ennemis qui choisissaient de combattre, pas des enfants enrôlés dans les derniers efforts désespérés d'un régime mourant. Les règlements ne tenaient pas compte du garçon au milieu dont les épaules tremblaient avec des sanglots réprimés, ou des jumeaux qui semblaient y pouvoir mourir de peur avant que quelqu'un ne pose la main sur eux. Peyton pensa à Michael à la maison. Il pensa aux lettres que Caroline envoyait décrivant la vie quotidienne de leur fils. La normalité qui semblait être quelque chose d'une autre planète. Il pensa à ce que Caroline dirait si elle savait qu'il s'était tenu dans un champ et avait traité les enfants comme des soldats ennemis. Elle ne lui pardonnerait jamais. Plus important encore, il ne se pardonnerait jamais. « Monsieur, dit Cookie à nouveau, que faisons-nous ici ?» Peyton prit une décision qui n'avait rien à voir avec les règlements et tout à voir avec le fait qu'il était père avant d'être soldat. « Mettez la cuisine de campagne en place, » ordonna-t-il. Cookie Whitmore regarda son commandant pendant 3 secondes, complètes avant de parler. « Monsieur, vous voulez que je cuisine maintenant ?» La confusion dans sa voix correspondait aux expressions sur les visages des autres soldats qui s'étaient rassemblés pour voir ce qui serait fait avec les jeunes hitlériens capturés. « C'est exactement ce que je veux, » répliqua Peyton. Sa voix portait l'autorité de commandement qui faisait que les hommes suivaient les ordres, même quand ces ordres n'avaient aucun sens. « Mettez la cuisine de campagne en service. Je veux qu'un repas chaud soit préparé pour ces prisonniers. Quelque chose de bon, quelque chose qui leur rappelle qu'ils sont toujours des êtres humains. » Les autres soldats échangèrent des regards.
Le soldat de première classe, Raymond Nakamura, dont la famille avait passé 2 ans au camp d'internement de Manzanar avant qu'il ne soit autorisé à s'enrôler, s'avança. « Quel genre de repas, monsieur ? Nous avons des rations standards, certains approvisionnements que nous avons acquis dans la dernière ville. » Peyton regarda à nouveau les garçons agenouillés. Ils n'avaient pas bougé, n'avaient pas levé les yeux, restaient figés dans leur attente d'exécution. Ils devaient percer cette terreur. Ils devaient leur montrer quelque chose que leur propagande ne les avait pas préparés à affronter. Ils devaient démontrer que les Américains pouvaient être quelque chose d'autre que les monstres qu'on leur avait appris à craindre. « Cookie, qu'est-ce que tu peux faire avec ce que nous avons ? Quelque chose de substantiel, quelque chose qui ressemble à la cuisine maison, pas aux rations militaires. » Le visage de Whitmore s'est transformé alors qu'il comprenait ce que Peyton tentait. Le sergent avait grandi dans une ferme de l'Iowa où les dîners du dimanche signifiaient du poulet frit, de la purée de pommes de terre et des haricots verts frais du jardin. Sa grand-mère lui avait appris à cuisiner avant qu'il ne soit assez vieux pour aider à la moisson. L'armée avait reconnu son talent et en avait fait un cuisinier, une position que certains soldats voyaient comme peu glorieuse, mais que Whitmore abordait avec le même dévouement qu'il apportait à tout le reste. « Je peux faire du poulet frit, monsieur. Nous avons libéré quelques oiseaux d'une ferme hier. Et j'ai de la farine, du saindoux et des assaisonnements. Ce ne sera pas fancy, mais ce sera de la vraie nourriture. »« Fais-le, » ordonna Peyton. Il se tourna vers Nakamura. « Soldat, je veux que tu aides. Mets la cuisine de campagne en place à la vue des prisonniers. Laisse-les voir ce qui se passe. Laisse-les l'entendre. Laisse-les le sentir. » Le visage de Nakamura montra de la compréhension. Il avait passé 2 ans derrière des barbelés, traité comme l'ennemi par son propre pays simplement à cause de son ascendance. Il savait ce que cela signifiait, d'être jugé par des circonstances au-delà de votre contrôle, d'être vu comme quelque chose que vous n'étiez pas. « Oui, monsieur, » dit-il tranquillement. « Je comprends. » Les soldats se sont déplacés avec détermination, apportant l'équipement des camions, mettant en place la cuisine de campagne portable à seulement 30 yards de l'endroit où les garçons étaient agenouillés. Whitmore a travaillé rapidement en construisant un feu, en chauffant le saindoux dans une grande poêle en fonte qu'il avait portée avec lui depuis le débarquement en Normandie. Sa grand-mère l'avait envoyé de l'Iowa, insistant sur le fait qu'aucun petit-fils du sien ne mangerait de la nourriture, mal cuite, même dans une guerre. Théo, toujours agenouillé, les yeux fermés, entendit l'activité, mais ne pouvait pas traiter ce qu'elle signifiait. Les sons étaient tous mauvais pour une exécution. Il entendit l'équipement être déplacé, le métal teinté, quelqu'un attisant un feu. Il risqua d'ouvrir les yeux juste une fraction et vit des soldats américains mettre en place ce qui ressemblait à une station de cuisson. La dissonance cognitive était écrasante. Pourquoi cuisineraient-ils avant de tirer sur les prisonniers ? La première chose qui atteignit les garçons agenouillés n'était pas un son ou une vue, mais une odeur. Elle dériva à travers les 30 yards séparant les garçons de la cuisine de campagne américaine et les frappa avec la force d'un coup physique. Graisse chaude, farine assaisonnée, peau de poulet croustillante dans une poêle. L'odeur de la vraie nourriture, pas la soupe mince et le pain rassis sur lesquels ils avaient subsisté pendant des semaines. L'estomac de Théo se contracta si fort que cela faisait mal. Il ne s'était pas rendu compte à quel point il avait faim jusqu'à ce moment. L'adrénaline de la reddition et la terreur de l'exécution attendue avaient complètement supprimé son appétit. Maintenant, sentant quelque chose qui lui rappelait puissamment la cuisine de sa mère, les après-midi du dimanche avant la guerre, son corps se souvenait de ce que cela signifiait d'être bien nourri. Cookie Whitmore a travaillé avec une efficacité pratiquée, enrobant les morceaux de poulet dans de la farine assaisonnée, les plaçant soigneusement dans le saindoux chaud. Le sifflement était audible à travers le champ, un son qui parlait de normalité et de confort, de cuisine et de famille, et de tout ce que ces garçons avaient perdu. Il avait appris cette recette au coude de sa grand-mère, la regardant nourrir les ouvriers agricoles et la famille avec une générosité égale. Elle avait toujours insisté sur le fait que la bonne nourriture était un acte d'amour, une façon de prendre soin des gens quand les paroles n'étaient pas suffisantes. Théo ne pouvait pas s'empêcher de regarder complètement maintenant. Il regarda les soldats américains se déplacer autour de leur station de cuisson avec une efficacité décontractée. Ils ne se préparaient pas pour une exécution, ils se préparaient pour un repas.
La dissonance était si complète que Théo se demandait s'il avait perdu l'esprit, si le stress avait cassé quelque chose dans son cerveau qui lui permettait d'interpréter correctement la réalité. À côté de lui, Berthold fit un bruit à mi-chemin entre un sanglot et un rire. « Il cuisine » chuchota-t-il en allemand. « Pourquoi cuisine-t-il » Les jumeaux Hartmann avaient tous les deux ouvert les yeux maintenant, regardant les soldats américains avec des expressions de bewilderment complet. Les lèvres de Léopold avaient cessé de bouger en prière. Conrad avait légèrement relâché sa prise de mort sur la main de son frère. Il regardait le soldat de première classe Nakamura tourner les morceaux de poulet dans la poêle, le revêtement brun doré se formant parfaitement, et leurs esprits de 12 ans luttaient pour réconcilier ce qu'ils voyaient avec ce qu'on leur avait appris à attendre. L'odeur s'intensifia à mesure que le premier lot de poulet finissait de cuire. Whitmore souleva les morceaux sur une assiette métallique, laissant l'excès d'huile s'égoutter, et commença immédiatement le lot suivant. Il a travaillé régulièrement, maintenant la température parfaite, s'assurant que chaque morceau cuisait uniformément. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était un message écrit dans une langue qui transcendait les paroles. Théo sentit des larmes se former dans ses yeux pour des raisons qu'il ne pouvait pas entièrement articuler. L'odeur lui rappelait tout ce qu'il avait perdu. Sa mère debout à la cuisinière dans leur appartement de Munich. La façon dont elle fredonnait, en cuisinant, le sentiment de sécurité et d'appartenance qui avait existé dans un monde qui n'avait plus aucun sens. Il avait été si certain qu'il ne connaîtrait plus jamais rien de tel. Il s'était préparé à mourir. Mais maintenant, agenouillé dans la boue bavaroise, tandis que les soldats américains faisaient frire du poulet à 30 yards de distance, il sentit quelque chose se fissurer à l'intérieur de sa poitrine qu'il pensait avoir été scellé à jamais. Le lieutenant Peyton porta la première assiette lui-même. Il traversa lentement le champ boueux, ses bottes s'enfonçant à chaque pas, une assiette métallique dans ses mains encore fumantes, de la chaleur du poulet fraîchement cuit. Les 14 garçons le regardèrent s'approcher avec des expressions qui passaient par la peur, la confusion et l'espoir désespéré, si rapidement que c'était douloureux à regarder. Peyton s'arrêta devant Théo et s'agenouilla pour qu'il soit au même niveau. Le garçon tressaillit, s'attendant à un coup, ou pire, mais Peyton plaça simplement l'assiette sur le sol entre eux. De près, il pouvait voir que Théo était plus jeune que Michael, malgré n'être que d'1 an plus âgé. La malnutrition et le stress avaient accreusé ses joues, rendu ses yeux trop grands pour son visage. « Mangez » dit Peyton, utilisant l'un des rares mots allemands qu'il connaissait. « Mangez » Il fit un geste, portant sa main à sa bouche, s'assurant que le sens était clair. Le garçon le fixa comme s'il avait parlé dans une langue étrangère. Cookie Whitmore apporta d'autres assiettes, les plaçant devant chaque garçon agenouillé, avec la même douceur attentive. Le soldat Nakamura suivit avec des bidons d'eau. Les soldats américains travaillaient en silence, servant des enfants vêtus d'uniformes ennemis, les traitant avec une dignité qui contredisait tout ce que ces enfants avaient appris sur leurs ravisseurs. Berthold fut le premier à craquer. Le garçon de 16 ans qui avait essayé si dur de maintenir une tenue militaire, qui avait promis de protéger les plus jeunes garçons qui avaient déporté le poids du leadership lors de leur reddition, finit par s'effondrer. Les larmes coulaient si roides sur son visage tandis qu'il fixait l'assiette devant lui. Ses épaules tremblaient de sanglots qu'il ne pouvait pas contenir. Ce n'était pas ce qu'on leur avait promis. Ce n'était pas ce que faisaient les soldats ennemis. Aucun des garçons ne bougea pour prendre la nourriture. Ils avaient été agenouillés pendant près d'1 heure maintenant, leurs jambes engourdies, leurs esprits luttant pour traiter une réalité qui contredisait si complètement leur endoctrinement que cela semblait impossible. Peyton comprenait leur hésitation. On leur avait enseigné que les Américains étaient brutaux, que la reddition signifiait la torture et la mort. La gentillesse ne correspondait pas à leur vision du monde. La gentillesse pourrait être un piège, une cruauté conçue pour leur donner de l'espoir avant de le leur enlever. Peyton se pencha et prit un morceau de poulet dans l'assiette de Théo. Il en prit une bouchée lui-même, mâchant lentement, rendant clair que la nourriture n'était pas empoisonnée ou altérée. Puis il reposa l'assiette devant le garçon et s'éloigna, lui donnant de l'espace pour faire son propre choix. La main de Théo bougea presque sans sa décision consciente. Ses doigts se refermèrent autour d'un morceau de poulet, la chaleur de celui-ci choquante après des semaines de rations froides. Il le porta à sa bouche et mordit dedans.
Le goût explosa sur sa langue avec une intensité qui le rendit étourdi. Assaisonné, parfaitement cuit, le genre de nourriture qu'il n'avait pas expérimenté depuis avant que son père ne parte à la guerre. Il commença à pleurer en mâchant. Une fois que Théo commença à manger, le barrage se rompit pour les autres. Berthold saisit son assiette avec des mains tremblantes et mangea avec l'efficacité désespérée de quelqu'un qui avait oublié le goût de la vraie nourriture. Les jumeaux Hartmann mangèrent plus lentement, se regardant entre les bouchées, comme s'ils confirmaient que cela se produisait vraiment, qu'ils n'hallucinent pas de faim et de peur. Les soldats américains s'installèrent sur le sol à proximité, ne surplombant pas les garçons, mais ne les ignorant pas non plus. Ils mangèrent leur propre portion de biscuits, de poulet frit, parlant tranquillement entre eux en anglais. La scène aurait dû être impossible. Des soldats ennemis et des enfants capturés, partageant un repas dans un champ bavarois boueux 8 jours avant la fin de la guerre. Pourtant, les voilà. Théo se força à manger lentement malgré sa faim. Son estomac s'était rétréci après des semaines de rations insuffisantes, et il savait que manger trop vite le rendrait malade. Entre les bouchées, il observa les soldats américains avec fascination. Ils ne ressemblaient en rien aux monstres des films de propagande. Ils ressemblaient à des hommes ordinaires, certains jeunes et d'autres plus âgés, riant de blagues qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Le soldat Nakamura remarqua que Théo le regardait et offrit un petit sourire. Le soldat américain d'origine japonaise comprenait mieux que la plupart ce que cela signifiait d'être vu comme l'ennemi malgré son innocence. Il avait regardé ses parents perdre leur ferme, avait passé 2 ans derrière des barbelés en Californie, avait rejoint l'armée en partie pour prouver sa loyauté envers un pays qui en doutait. Maintenant, assis dans un champ allemand, nourrissant des enfants ennemis, il ressentait un étrange sentiment de but. Cookie Whitmore marcha parmi les garçons, offrant des portions supplémentaires à ceux qui en voulaient. La plupart le firent, leurs mains se tendant avec hésitation pour des morceaux de poulet supplémentaires. Le visage de Whitmore ne montrait aucun jugement, seulement la satisfaction d'un cuisinier voyant sa nourriture appréciée. Il avait nourri des équipes de moisson à la ferme de sa famille, avait appris que bien nourrir les gens était une forme de respect, une façon de dire que vous aviez assez d'importance pour recevoir de l'effort et de l'attention. L'acte simple de manger ensemble commença à dissoudre les catégories rigides que la guerre avait imposées, ennemis et amis, allemands et américains, soldats et enfants. Ces étiquettes commencèrent à s'estomper alors que les estomacs se remplissaient et que la menace immédiate de violence s'estompait. Théo se trouva à faire un contact visuel avec le lieutenant Patton à travers le champ, et pour la première fois depuis sa reddition, il ne détourna pas immédiatement le regard. Berthold se pencha près de Théo et chuchota en allemand « Pourquoi font-ils cela? Que veulent-ils de nous ?» Sa voix portait une véritable perplexité plutôt qu'une suspicion. La question n'avait pas de réponse facile car les Américains semblaient ne rien vouloir d'autre que de les nourrir. Léopold Hartmann, le jumeau le plus jeune de 7 minutes, sourit réellement en se léchant les doigts gras de poulet. C'était un petit sourire, hésitant et rapidement caché, mais il était là. Après le repas, le lieutenant Patton prit une autre décision qui rompit avec les procédures standards de traitement des prisonniers. Au lieu de déplacer immédiatement les garçons vers une zone de détention, il ordonna à ses hommes de les laisser se reposer où ils étaient. Les garçons avaient été agenouillés pendant plus d'1 heure avant l'arrivée de la nourriture, et leurs jambes auraient besoin de temps pour retrouver la sensation. Plus important encore, Patton voulait leur donner du temps pour absorber ce qui s'était passé. Le soldat Nakamura s'approcha du groupe de garçons avec un bidon et une petite trousse médicale. Il s'agenouilla à côté de Léopold, le jumeau le plus jeune, qui avait une coupure visible sur la joue, et fit un geste vers la blessure avec une expression interrogatrice. Léopold tressaillit mais ne s'éloigna pas. Nakamura ouvrit la trousse médicale et nettoya soigneusement la coupure, appliquant un antiseptique et un petit pansement avec une efficacité douce. Le soldat travailla d'abord, en silence, se concentrant sur sa tâche. Puis il se pointa du doigt et dit son nom lentement. « Raymond ». Il pointa à nouveau. « Raymond ». Puis il pointa Léopold avec une expression interrogatrice. « Léopold », chuchota le garçon. Le nom sortit à peine audible, mais c'était le premier mot que l'un des garçons avait adressé directement à ses ravisseurs au-delà de leur reddition initiale.
Nakamura sourit et répéta le nom, obtenant la bonne prononciation à la deuxième tentative. Léopold. Bien. Il se déplaça pour vérifier Conrad pour les blessures, trouvant des égratignures et des contusions, mais rien de grave. Le jumeau le regarda travailler avec des yeux écarquillés, clairement s'attendant à une douleur qui ne vint jamais. Théo observa cet échange avec fascination. Le soldat américain les traita avec le même soin qu'un médecin pourrait montrer, vérifiant les blessures sans causer de mal supplémentaire, se déplaçant lentement pour éviter de les effrayer. Il n'y avait pas de colère sur son visage, pas de mépris, juste une attention concentrée pour s'assurer qu'ils allaient bien. Cookie Whitmore rejoignit Nakamura, offrant de vérifier les garçons pour des problèmes médicaux plus graves. Plusieurs d'entre eux montrèrent des signes de malnutrition au-delà de la simple faim. Des semaines de nourriture insuffisante les avaient laissés faibles et insuffisamment nourris. Berthold avait une toux persistante qui suggérait des problèmes respiratoires. Les mains de Théo montraient les premiers signes de gelure dus aux nuits passées dans des bâtiments non chauffés. Les soldats américains travaillèrent à travers le groupe méthodiquement, traitant les blessures mineures, prenant note des préoccupations plus graves. Ils se déplaçaient avec une efficacité pratiquée, mais sans la froideur de la procédure militaire. Chaque interaction semblait conçue pour communiquer quelque chose au-delà des soins médicaux immédiats. Vous comptez ? Vous méritez un traitement, vous n'êtes pas jetable. Théo essaya de communiquer sa gratitude, mais ne connaissait pas les mots anglais. Il se contenta de hocher la tête vers Cookie quand le sergent vérifiait ses mains, les enveloppant dans des pansements propres après avoir appliqué une pommade sur les dégâts de gelure. Cookie lui tapota l'épaule et dit quelque chose en anglais que Théo ne pouvait pas comprendre, mais dont le sens semblait clair d'après le ton. « Tu iras bien, mon garçon. » Berthold essaya l'anglais, se souvenant de fragments de l'école avant que les cours d'anglais ne soient interdits. « Merci », réussit-il. Les mots fortement accentués mais compréhensibles. Le visage de Cookie s'illumina d'un vrai sourire. « De rien, mon garçon. Je fais juste ce qui est juste. » Le soleil avait commencé à se coucher, projetant de longues ombres à travers le champ. Les soldats américains ne montraient aucun signe de déplacer les garçons vers une installation de prisonniers. Au lieu de cela, ils commencèrent à installer un camp temporaire juste là. Alors que l'obscurité approchait, le lieutenant Peyton fit une offre qui s'avérerait plus importante que quiconque ne l'a réalisée à l'époque. Il fit apporter par son sergent d'approvisionnement des uniformes américains propres, des treillis surdimensionnés qui engloutiraient les garçons malnutris, mais qui seraient plus chauds et plus propres que les restes de la Wehrmacht qu'ils portaient. Les garçons fixèrent le tas de vêtements kaki olive avec incertitude. Changer d'uniforme semblait trahir quelque chose, bien qu'aucun d'eux ne puisse articuler exactement quoi. On leur avait enseigné que l'uniforme représentait leur service à la patrie, que le porter était un honneur. Maintenant, cet honneur semblait creux, surtout après que leurs propres officiers les aient abandonnés. Berthold fut le premier à se lever, ses jambes instables après l'agenouillage prolongé. Il tendit la main vers l'un des uniformes américains et le tint contre lui. La veste lui arriverait presque aux genoux et il devrait rouler les manches plusieurs fois, mais c'était propre et cela sentait le savon au lieu de la boue et de la peur. Le lieutenant Peyton fit un geste vers une tente qui avait été installée pour l'intimité. Les garçons pouvaient bien se changer, là, loin des regards, maintenant la dignité qui leur restait. Un par un, ils se levèrent et se traînèrent vers la tente, leurs mouvements raides du froid et de l'immobilité prolongée. À l'intérieur de la tente, Théo commença à déboutonner sa veste de la jeunesse hitlérienne, avec des doigts qui tremblaient de plus que du froid. Il avait porté cet uniforme avec fierté autrefois, à l'époque où tout semblait clair et intentionnel. Maintenant, chaque bouton semblait une question à laquelle il ne pouvait pas répondre. Qui avait-il été quand il avait mis cela ? Qui serait-il quand il l'enlèverait ? Les jumeaux se changèrent rapidement, impatients de se débarrasser des vêtements qui les avaient marqués comme des cibles. Ils s'aidèrent mutuellement avec les boutons et les lacets. Leurs mouvements synchronisés à la manière des frères et sœurs qui avaient appris à compter complètement l'un sur l'autre. Les treillis américains étaient comiquement grands sur leur cadre de 12 ans, mais ils étaient chauds et doux et ne portaient pas le poids de tout ce qu'ils représentaient. Berthold plia son uniforme soigneusement avant de se changer, ses mouvements précis et délibérés. Il lissa chaque pli, aligna les bords parfaitement,
traitant les vêtements abandonnés avec un respect qui semblait en contradiction avec tout ce qui s'était passé. Théo le regarda et comprit. Ce n'était pas une question d'honorer l'uniforme lui-même, mais de dire au revoir à qui ils avaient entesté d'accuser réception de cette transformation avec une solennité appropriée. Théo enleva son propre uniforme et le tint un moment, sentant la laine rugueuse contre ses paumes. Il pensa au jour où il l'avait reçu, à quel point il s'était senti adulte, à la façon dont sa mère avait pleuré en lui disant qu'elle était fière. Il pensa à tout ce qui s'était passé entre alors et maintenant, à tous les mensonges qu'il avait crus, à toute la vérité qu'il avait refusé de voir. Il le plia soigneusement, suivant l'exemple de Berthold, et le mit de côté. Puis il enfila les treillis américains, roulant les manches et les jambes de pantalon jusqu'à ce qu'il se rapproche d'un ajustement. Le tissu semblait étrange contre sa peau, étranger mais pas inconfortable. Les soldats américains construisirent un feu alors que l'obscurité totale s'installait sur la campagne bavaroise. Ils arrangèrent bien à la faux les bûches en cercle autour, créant des sièges approximatifs pour tout le monde. Les garçons s'assirent ensemble d'un côté, toujours incertains, tandis que les Américains occupaient à l'autre. Le feu crépitait entre eux, envoyant des étincelles dans le ciel nocturne. Cookie Whitmore sortit une harmonica de sa poche et commença à jouer doucement. La mélodie était inconnue des garçons allemands, quelque chose d'américain et vaguement mélancolique. La musique semblait apaiser quelque chose dans l'air, rendant la parole possible, là où avant il n'y avait eu que du silence tendu. Le lieutenant Peyton parla en premier, sa voix tranquille, mais portant à travers le feu. Il parla de sa maison en Virginie, de sa femme Caroline et de son fils Michael qui avait 13 ans et adorait le baseball. Il sortit une photographie de son portefeuille et la passa autour du cercle. Les garçons étudièrent l'image d'une famille d'Américaines souriantes, debout devant une maison blanche avec un Porsche. Théo fixa la photographie plus longtemps que nécessaire. Le garçon dans l'image semblait heureux d'une manière que Théo avait presque oublié était possible. Il portait des vêtements normaux, pas un uniforme. Il se tenait entre ses parents avec une expression de sécurité complète, comme si le monde était un endroit sûr et prévisible. Théo essaya de se souvenir s'il avait jamais ressenti cela. Le soldat Nakamura parla ensuite, son histoire plus compliquée et douloureuse. Il parla de Manzanar, le camp d'internement, où sa famille avait été emprisonnée simplement pour être japonaise. Il décrivit la perte de leur ferme, d'être traité comme un ennemi par son propre pays, et sa décision de s'enrôler quand même parce qu'il croyait aux idéaux américains, même quand l'Amérique ne parvenait pas à les respecter. Les garçons écoutaient avec une compréhension croissante. Ce soldat américain avait aussi été prisonnier, avait été jugé par son ascendance plutôt que par ses actions, avait expérimenté d'être étiqueté comme ennemi malgré son innocence. Le parallèle avec leur propre situation était impossible à manquer. Cookie partagea des histoires sur la ferme de sa grand-mère en Iowa, sur les saisons de moisson et les levées de granges communautaires où les voisins s'aidaient mutuellement sans penser au paiement. Il parla de l'insistance de sa grand-mère, selon laquelle nourrir les gens était un travail sacré, que vous pouviez dire le caractère d'une personne par la façon dont elle traitait ceux qui avaient faim. Alors que les Américains partageaient leurs histoires, la séparation rigide entre les deux côtés du feu commença à s'adoucir. Les garçons se penchèrent en avant, écoutant avec une attention qui allait au-delà de la simple compréhension des mots. Ils entendaient quelque chose pour lequel leur propagande ne les avait jamais préparés. Les Américains n'étaient pas des monstres. C'étaient des gens avec des familles et des histoires et des croyances qui incluaient parfois la grâce envers les ennemis. Berthold parla finalement, sa voix rude d'émotion. Il parla de Hambourg, de sa jeune sœur qui aimait dessiner, de son père qui travaillait au dock avant d'être enrôlé. Il parla de son adhésion à la jeunesse hitlérienne parce que tout le monde le faisait, parce que cela semblait normal, parce qu'il voulait appartenir à quelque chose de plus grand que lui. Théo ajouta sa propre histoire sur Munich, sur son père, qui ne revint jamais du front de l'Est. Le lendemain matin apporta des nouvelles qui brisèrent tout ce qui restait de l'ancien monde des garçons. Le lieutenant Peyton reçut des rapports de renseignements mis à jour du quartier général. Des informations sur l'effondrement rapide du Reich et les conditions en Allemagne occupée. Il débattit s'il fallait partager ces informations avec les garçons, mais décida qu'ils méritèrent de savoir ce à quoi ils retourneraient.
Il les rassembla après le petit déjeuner, un autre repas que Cookie avait préparé avec soin. Les garçons s'assirent en demi-cercle, leur visage montrant une confiance prudente qui n'existait pas 24 heures plus tôt. Peyton tenait des papiers qui contenaient des informations sur leur ville natale, des renseignements rassemblés par les forces alliées en avance et des rapports de réfugiés. « Théo », dit Peyton doucement, utilisant la prononciation allemande qu'il avait pratiquée. « Ta ville, Munich. » Il fit une pause, cherchant des mots qui seraient honnêtes sans être cruels. « Une grande partie est détruite. Bombardements alliés. Les rapports disent de 70% des bâtiments sont endommagés ou disparus. » Théo absorba cette information avec un visage qui essaya de rester inexpressif. Il savait intellectuellement que Munich était bombardé, mais savoir et comprendre étaient des choses différentes. 70%. Cela signifiait que sa rue, son école, l'immeuble d'appartement de sa mère, tout était probablement disparu. Où était sa mère maintenant ? Était-elle même vivante ? Berthold reçut des nouvelles qui étaient d'une certaine manière pires. Hambourg avait été dévasté par des raids de bombardement incendiaires des années plus tôt. Les rapports indiquaient que son quartier n'existait plus et que le nom de sa famille n'apparaissait sur aucun registre de survivants. L'adolescent de 16 ans, qui avait essayé si dur de protéger les plus jeunes garçons, faisait maintenant face à la possibilité qu'il n'avait personne à protéger, aucune famille l'attendant à son retour. Les jumeaux Hartmann apprirent que leur mère s'était inscrite auprès de la Croix-Rouge comme déplacée de leur village, qui se trouvait maintenant dans ce qui deviendrait la zone d'occupation soviétique. Elle était vivante quelque part dans un camp de réfugiés, mais le village lui-même avait été abandonné pendant les combats. Leur maison, le seul endroit qu'ils avaient jamais connu, faisait maintenant partie d'un territoire contesté, absorbé par le contrôle d'une puissance étrangère. Chaque morceau de nouvelles atterrit comme un coup physique. Les garçons s'étaient accrochés à l'idée de la maison comme quelque chose de solide, un endroit où ils pourraient retourner quand ce cauchemar prendrait fin. Maintenant, ils apprenaient que la maison avait été détruite ou transformée au-delà de la reconnaissance, tandis qu'ils jouaient un tas à être des soldats. Le soldat Nakamura s'assit avec Léopold, qui avait commencé à pleurer silencieusement après avoir appris le déplacement de sa mère. Le soldat n'essaya pas d'offrir un faux réconfort ou des assurances vides. Il s'assit simplement à côté du garçon de 12 ans et le laissa pleurer, tapotant occasionnellement son épaule avec une douceur maladroite. Cookie apporta à Berthold une tasse de café, fort et chaud, et s'assit avec lui tandis que l'adolescent fixait le néant. Les nouvelles sur Hambourg avaient brisé quelque chose de fondamental dans le sens de soi de Berthold. Il avait enduré tout, croyant que sa sœur avait besoin qu'il survive, qu'il rentre à la maison. Maintenant, il pourrait ne pas avoir de sœur à qui retourner, pas de maison pour l'abriter. Théo ressentit un étrange engourdissement se propager dans sa poitrine. Sa mère pourrait être morte, sa maison était détruite. Au cours des jours suivants, alors que les garçons se rétablissaient physiquement sous les soins américains, la question de leur avenir devint de plus en plus urgente. La procédure standard dictait que les prisonniers de guerre devraient être traités par des canaux officiels et finalement rapatriés dans leur pays d'origine. Mais tout dans cette situation défiait la procédure standard, et les garçons eux-mêmes commencèrent à réaliser qu'ils faisaient face à un choix impossible. Le lieutenant Peyton s'assit avec eux le 3e jour et essaya d'expliquer leurs options aussi honnêtement qu'il le pouvait. Son allemand était limité, donc le soldat Nakamura aida à traduire les nuances. Les garçons écoutaient avec des expressions qui alternaient entre l'espoir et le désespoir, alors qu'ils commençaient à comprendre l'ampleur de ce qui les confrontait. « Vous pouvez retourner en Allemagne par des canaux officiels », expliqua Peyton. Vous seriez traités comme des personnes déplacées, recevriez des papiers et seriez transportés vers des centres de réfugiés dans la zone d'occupation américaine. De là, vous pourriez essayer de localiser les membres de la famille ou être placés dans des établissements pour jeunes jusqu'à ce que d'autres arrangements puissent être pris. Les garçons échangèrent des regards. Les établissements pour jeunes ressemblaient à des orphelinats, ce qu'ils seraient si leurs familles étaient matées mortes. Les centres de réfugiés signifiaient des camps, un logement temporaire, l'incertitude s'étendant indéfiniment dans un avenir qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer clairement, où Peyton continua et sa voix portait un poids qui les fit tous prêter une attention plus proche.
Dans certaines circonstances, avec un parrainage approprié et une documentation, les jeunes peuvent immigrer aux États-Unis. Ce n'est pas facile. Cela nécessite des familles américaines disposées à vous parrainer. Une documentation extensive, l'approbation de plusieurs agences. Mais c'est possible. Le mot « possible » flottait dans l'air comme une question à laquelle aucun d'eux ne savait comment répondre. Anda, l'Amérique, le pays ennemi qui s'était avéré ne pas être leur ennemi du tout. L'endroit où les soldats vous nourrissaient de poulets frits, musique, au lieu de vous exécuter. Où les gens vous traitaient avec dignité malgré l'uniforme que vous portiez. Théo pensait à Munich en ruine, aux 70% de bâtiments détruits, à essayer de trouver sa mère dans ce chaos. Il pensait au type d'Allemagne qui émergerait de cette défaite, aux opportunités qui existeraient pour les garçons qui avaient emporté des uniformes ennemis, même brièvement. Puis il pensait à la photographie du lieutenant Péton, musique, au garçon souriant qui semblait si sûr de son monde. Berthold faisait face à un choix encore plus brutal. Sans famille, confirmée restante, retourner à Hambourg signifiait affronter une incertitude totale seul. Il avait 16 ans, techniquement presque un adulte, mais il se sentait des décennies plus vieux après tout ce qui s'était passé. Pouvait-il reconstruire une vie en ruine par lui-même? Devrait-il même essayer? Les jumeaux avaient le chemin le plus clair, musique en avant, puisque leur mère était vivante et les cherchait par les canaux de la Croix-Rouge. Mais même eux se sentaient déchirés. Leur village avait disparu, absorbé dans le territoire soviétique. Leur mère était dans un camp quelque part. Quel type de vie les attendait là-bas? Cookie Whitmore prit la parole, musique sa voix douce mais ferme. « Garçon, personne ne vous presse de décider. Prenez votre temps. Pensez à ce que vous voulez vraiment. » Tandis que les garçons se débattaient avec leur choix impossible, les soldats américains, musique, continuaient à les traiter avec une gentillesse qui rendait la décision à la fois plus facile et plus difficile. Chaque petit geste de soin ajoutait du poids à la possibilité de rester, de choisir l'Amérique, plutôt qu'une Allemagne qui n'existait plus sous la forme dont il se souvenait. Cookie Whitmore invita Théo à l'aider à préparer le petit déjeuner. Le 4e matin, le sergent lui montra comment mélanger la pâte pour les crêpes, expliquant les proportions dans une combinaison d'allemand cassé, de gestes de la main et de musique démonstration. Théo regarda avec une attention intense, tandis que Cookie travaillait, notant comment la consistance devrait ressembler, comment tester la température de la plaque chauffante avec des gouttes d'eau. Quand Théo fit sauter musique, sa première crêpe avec succès, Cookie lui donna une tape sur l'épaule et sourit. « Musique, talent naturel », dit-il en anglais. Théo n'avait pas besoin de traduction pour comprendre l'approbation dans sa voix. Pour la première fois en mois, Théo ressentit de la fierté d'avoir accompli quelque chose qui n'avait rien à voir avec la guerre ou la survie. Juste la simple satisfaction d'apprendre une compétence de quelqu'un qui se souciait assez pour l'enseigner. Le soldat Nakamura travailla avec les jumeaux Hartmann à la rédaction de lettres à leur mère par le réseau de la Croix-Rouge. L'alphabétisation des jumeaux était basique, leur éducation interrompue par la guerre. Nakamura les aida donc à composer des messages qui atteindraient à les camps de réfugiés. Léopold dictait, tandis que Conrad écrivait, leurs paroles se chevauchant dans l'empressement de dire à leur mère qu'ils étaient vivants et en sécurité. L'expérience personnelle du soldat de la séparation d'avec la famille le rendait particulièrement patient avec le processus. Il les aida à comprendre que les réponses prendraient des semaines, que le système postal était chaotique, qu'ils devaient être patients. Mais il les assura aussi que la Croix-Rouge était efficace, que leur message atteindrait probablement leur mère, éventuellement. Le lieutenant Péton passa du temps à parler avec Berthold de questions pratiques. L'adolescent de 16 ans possédait des qualités de leader que Péton reconnaissait et voulait cultiver plutôt que de voir gaspiller. Ils discutèrent des possibilités d'éducation, d'apprentissage de métier, de construction d'un avenir qui regardait vers l'avant, musique plutôt que vers l'arrière. « J'ai écrit à ma femme, » dit Péton à Berthold par la traduction de Nakamura. « Je lui ai parlé de vous, garçon, de ce qui s'est passé ici. Caroline enseigne dans une école à Richmond. Elle a des connexions avec des familles qui pourraient être disposées à parrainer de jeunes gens d'Europe. Ce n'est pas une promesse, mais c'est une possibilité. » Berthold sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine à ces paroles.
une enseignante, une école, la chance d'apprendre quelque chose au-delà de la guerre et de la survie. Il avait été bon en mathématiques avant que la guerre n'interrompe tout. Il avait imaginé une fois, dans ce qui semblait être une autre vie, étudier l'ingénierie à l'université. Ce rêve avec la musique semblait définitivement mort quand Hambourg était tombé. Maintenant, impossiblement, il scintillait à nouveau. Les garçons commencèrent à assumer de petites responsabilités autour du camp sans être demandés. Théo aida Cookie à la préparation des repas, les jumeaux assistèrent au nettoyage et à l'organisation. Berthold commença à m'enseigner l'allemand basique aux soldats américains intéressés, créant des leçons de langue informelles qui bénéficiaient aux deux côtés. Le 7e jour de leur captivité, qui ne semblait plus être une captivité, le lieutenant Péton prit une décision qui changerait tout à nouveau. Un camp de concentration libéré se trouvait à 15 miles de leur position. Et Péton croyait que les garçons devaient le voir. Ils devaient comprendre ce que leur pays avait fait, ce qu'ils avaient servi sans le savoir en portant ces uniformes. Les garçons montèrent à l'arrière d'un camion américain avec des expressions de confusion. On leur avait dit seulement qu'ils allaient voir quelque chose d'important, quelque chose musique qui les aiderait à comprendre la guerre dont ils avaient fait partie. Le soldat Nakamura voyagea avec eux, son visage grave d'une manière qu'ils n'avaient pas vue auparavant. L'odeur les atteignit avant qu'ils ne puissent voir quoi que ce soit. Une puanteur musique si accablante que Léopold vomit par-dessus le côté du camion. Les autres garçons se couvrirent le visage, mais l'odeur pénétra tout, la mort et la décomposition, et quelque chose de pire, musique. Quelque chose qui parlait d'horreur systématique au-delà de la compréhension. Musique Péton arrêta le camion aux portes. Le camp avait été libéré 2 semaines plus tôt, mais les corps attendaient toujours l'inhumation. Les survivants qui pouvaient marcher avaient été évacués vers les hôpitaux, mais les preuves de ce qui s'était passé ici restaient partout. Des baraquements conçus pour 50 personnes qui en contenaient 300. Des crématoires qui avaient fonctionné jour et nuit, des fosses communes à peine recouvertes de terre. Un aumônier militaire les rencontra à l'entrée, un homme dont la foi montrait la tension de ministrer à des horreurs qui mettaient la foi en question. Il s'était porté volontaire pour guider les visiteurs à travers le camp, croyant que témoigner était une forme de témoignage, que les gens devaient voir ce qui avait été fait dans l'obscurité. Les garçons traversèrent le camp en silence. Théo vit les rayures sur les murs où les ongles avaient dégriffé le béton. Il vit les fours où les corps avaient été brûlés. Il vit les photographies que les soldats américains avaient trouvées, la documentation que la SS avait conservée de leurs meurtres systématiques. Ses jambes cédèrent à mi-chemin, et il tomba à genoux et vomit jusqu'à ce qu'il ne reste rien dans son estomac. Berthold ne pouvait pas arrêter de s'excuser. Il répétait le mot en allemand encore et encore, sa voix se brisant. Je ne savais pas, nous ne savions pas. Mais même en le disant, il se demandait si c'était entièrement vrai. Il y avait eu des chuchotements, des rumeurs que les gens rejetaient comme de la propagande ennemie. Il y avait eu des questions sur l'endroit où les familles juives de leur quartier avaient disparu. Il y avait eu des signes qu'ils avaient tous choisi de ne pas voir. Konrad et Léopold se tenaient la main et pleuraient, leurs esprits de 12 ans incapables de traiter pleinement l'ampleur de ce qu'ils voyaient. Musique. On leur avait enseigné que l'Allemagne défendait la civilisation, que leurs ennemis étaient beaux les vrais monstres. Maintenant, ils se tenaient dans un endroit qui révélait la vérité monstrueuse sur ce qu'ils avaient défendu. L'aumônier parla tranquillement de ce qui s'était passé ici, non seulement dans ce camp, mais dans des dizaines d'autres. Des millions de personnes assassinées systématiquement, industriellement, avec l'efficacité que les Allemands avaient autrefois appliquée avec fierté à tout. Des Juifs, des Roms, des prisonniers politiques, des personnes handicapées, quiconque le Reich jugeait indigne de vivre. Le lieutenant Musique Péton regarda les garçons affronter cette réalité et sentit son cœur se briser pour eux. C'étaient mains des enfants qui avaient été complètement trompés, qui avaient servi le mal en croyant servir le bien. La trahison était totale. Cette nuit-là, de retour à leur camp, personne ne pouvait manger le dîner que Cookie avait préparé. Les garçons s'assirent autour du feu en silence, Musique, leur visage reflétant l'horreur qui s'était installée dans leurs os. Le monde qu'ils pensaient comprendre avait été révélé comme un mensonge construit sur des atrocités qu'ils n'auraient pas pu imaginer.
Théo parla en premier, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Comment vivons-nous avec cela ? Comment allons-nous de l'avant en sachant ce dont nous avons fait partie ? Il ne posait pas la question aux Américains, il posait la question à l'univers, demandant à Dieu si Dieu existait encore après ce qu'ils avaient vu. Le lieutenant Péton laissa la question flotter dans l'air pendant un long moment avant de répondre. Vous, musique, vivez avec cela en choisissant différemment maintenant. Vous étiez des enfants qui croyaient les mensonges que les adultes vous racontaient. Cela n'efface pas ce qui s'est passé, mais cela signifie que vous avez un choix sur ce qui se passe. Musique ensuite. Vous pouvez laisser cette connaissance vous détruire, ou vous pouvez la laisser vous transformer en personne qui s'assure que rien de tel ne se reproduise jamais. Berthold regarda le lieutenant avec des yeux rouges. Je voulais être ingénieur une fois. Je voulais construire des choses, créer des choses qui dureraient. Maintenant, j'ai l'impression que tout ce que je pourrais construire serait entaché par ce que mon pays a fait, par ce que j'ai servi, même si je ne comprenais pas ce que je servais. Le soldat Nakamura se rapprocha du feu, son visage pensif. Ma famille a tout perdu à cause de la peur et des préjugés. Notre ferme, notre maison, notre place dans notre communauté. Le gouvernement qui nous a emprisonnés avait tort. Mais j'ai choisi de servir ce gouvernement de toute façon. Non pas parce que j'étais d'accord avec ce qu'ils ont fait à ma famille, mais parce que je croyais en ce que l'Amérique pouvait être, ce qu'elle devrait être. Peut-être que l'Allemagne, musique, peut devenir quelque chose de différent aussi, mais seulement si des gens comme vous choisissent de la rendre différente. Les paroles s'installèrent nain sur le groupe comme une bénédiction. Les garçons s'assirent avec elles, testant leur poids, considérant leurs implications. On leur offrait quelque chose de rare et précieux. La chance de choisir qui ils deviendraient, de se définir par leurs actions futures plutôt que par leurs associations passées. Cookie prit la parole, son pragmatisme de l'Iowa coupant à travers le poids philosophique. Vous, garçons, vous avez 14, 16, 12 ans. Vous avez toute votre vie devant vous. Ce qui s'est passé était mauvais et vous devez vous en souvenir et ne jamais l'oublier. Mais vous devez aussi comprendre que vous pouvez passer votre vie à faire amende honorable, à construire au lieu de détruire, à aider au lieu de faire du mal, à être le type d'homme qui ne laisserait jamais quelque chose comme cela se reproduire. Théo sentit quelque chose se déplacer en lui en écoutant. La culpabilité ne le quitterait jamais complètement. Il porterait la connaissance de ce que son pays avait fait pour le reste de sa vie. Mais peut-être, juste peut-être, pouvait-il la porter en avant dans musique, quelque chose qui comptait. Peut-être pouvait-il devenir quelqu'un dont sa mère serait fière, non pas pour avoir porté un uniforme, mais pour avoir choisi l'humanité plutôt que la haine. 3 semaines après leur reddition, des décisions officielles devaient être prises. La bureaucratie militaire américaine, musique, avait finalement rattrapé la garde non autorisée du lieutenant Piton de 14 garçons allemands et les formulaires devaient être remplis. Les avenirs devaient être déterminés. Les garçons qui s'étaient agenouillés dans un champ boueux, s'attendant à l'exécution, faisaient maintenant face à la réalité de choisir ce qui venait ensuite. Les jumeaux Hartmann reçurent d'abord des nouvelles. La Croix-Rouge avait localisé leur mère dans Musique, un camp de personnes déplacées près de Francfort. Elle était vivante, en bonne santé, et cherchait désespérément ses fils. Le soulagement sur les visages de Konrad et Leopold était profond, mais il était mélangé à quelque chose de plus compliqué. Ils quitteraient les soldats américains qui leur avaient montré de la gentillesse, quitteraient le sanctuaire étrange qu'ils avaient trouvé en captivité. Le lieutenant Péton arrangea personnellement leur transport, s'assurant qu'ils voyageraient en sécurité à travers le paysage chaotique de l'Allemagne vaincue. Le dernier matin, Cookie, musique, leur prépara un dernier petit déjeuner de crêpes et d'œufs, leur enseignant une dernière fois comment faire sauter les crêpes correctement. Les jumeaux pratiquèrent solennellement, comme s'ils s'engageaient à mémoriser la compétence, ainsi que tout le reste qu'ils devaient se souvenir de cet endroit. Le chemin de Berthold s'avéra plus complexe. Sans famille confirmée et sa ville natale en ruine, le rapatriement signifiait entrer seul dans le système des personnes déplacées. Mais la femme du lieutenant Péton, Caroline, avait écrit avec des nouvelles inattendues. Une famille de Richmond, les Henderson, avait exprimé son intérêt à parrainer un jeune Allemand.
C'étaient des Quakers avec une longue histoire de travail humanitaire et ils croyaient à offrir des secondes chances aux jeunes gens pris dans des circonstances au-delà de leur contrôle. Les documents prendraient des mois. Berthold devrait rester sous la garde américaine, probablement transféré dans une installation de personnes déplacées, pendant que le processus d'immigration avançait lentement. Mais la possibilité existait. Une enseignante nommée Margaret Henderson avait écrit directement à Berthold sa lettre traduite par le soldat Nakamura, exprimant sa conviction que l'éducation pouvait guérir les blessures de la guerre et que sa famille voulait l'aider à poursuivre ses études. Theo faisait face à la décision la plus difficile. Sa mère pouvait encore être vivante à Munich, quelque part dans les 70% de la ville qui restait. La Croix-Rouge n'avait pas confirmé sa mort, mais elle ne l'avait pas non plus localisée parmi les survivants qu'elle avait enregistrés. Il pouvait retourner et la chercher, passer des mois ou des années à essayer de la trouver dans le chaos. Musique, où il pouvait accepter qu'elle soit peut-être partie et choisir un avenir différent. Le lieutenant Peyton avait également fait des enquêtes au nom de Theo. Sa propre sœur vivait en Géorgie avec son mari et ils avaient une ferme qui avait besoin d'aide. Ils étaient disposés à Musique parrainer Theo s'il choisissait de venir en Amérique pour lui donner une chance d'apprendre l'agriculture et éventuellement d'aller à l'école. Ce n'était pas une garantie de quoi que ce soit sauf l'opportunité, mais l'opportunité semblait être plus que ce à quoi Theo avait le droit de s'attendre. La nuit avant le départ des jumeaux, les 14 garçons se réunirent autour du feu une dernière fois. Ils avaient été ensemble pendant moins d'un mois. Mais ce mois avait contenu plus de transformations que certaines personnes, musique, en expérimentaient dans des vies entières. 30 ans plus tard, Theodor Naumann se tenait dans un champ bavarois qui ne ressemblait en rien à ce dont il se souvenait. La boue avait été remplacée par de l'herbe, les arbres avaient grandi grands et sains. Les cicatrices de la guerre avaient déjà guéri sur le paysage, même si elles restaient végétales et visibles d'autres musiques façons. Il avait amené ses propres enfants avec lui, 2 filles et un fils, tous nés en Amérique, tous portant l'héritage compliqué d'un père qui avait été à la fois victime et participant du chapitre le plus sombre de l'histoire. Sarah, sa fille aînée à 14 ans, le même âge que son père quand tout a changé, posa la question qu'il savait venir. « Papa, c'est vraiment ici que c'est arrivé? Les soldats américains t'ont-ils nourri au lieu de te tirer dessus ?» Theo hocha la tête, ses yeux balayant le champ comme s'il pouvait encore voir les images fantômes des soldats américains mettant en place leur musique cuisine de campagne. Du lieutenant Peyton, portant cette première assiette de 14 garçons terrifiés, apprenant que tout ce en quoi ils croyaient était faux. C'est ici que j'ai appris que les ennemis pouvaient devenir des amis, que la gentillesse était plus puissante que la haine, que les gens pouvaient choisir qui ils voulaient devenir indépendamment de qui ils avaient été. Il était devenu architecte comme il se l'était dit cette nuit, autour du feu. Il s'était spécialisé dans les églises, en particulier celles qui favorisent la coopération et la compréhension germano-américaine. Son cabinet avait reconstruit des structures détruites dans la guerre, mais plus important encore, il avait créé de nouveaux espaces conçus spécifiquement pour réunir d'anciens ennemis dans un but partagé. Berthold lui avait écrit fidèlement au cours des décennies. Les Henderson l'avaient parrainé comme promis, et il avait finalement obtenu un diplôme en travail social. Il avait passé sa carrière à aider les enfants déplacés, comprenant leur traumatisme de l'intérieur, utilisant sa propre expérience pour guider les autres à travers des circonstances impossibles. Ses lettres se terminaient toujours de la même manière, avec de la gratitude envers le lieutenant Peyton, Cookie Whitmore et le soldat Nakamura, qui lui avaient tous montré que la rédemption était possible. Les jumeaux Hartmann avaient trouvé leur mère et reconstruit leur vie en Allemagne. Ils étaient tous les deux devenus enseignants, se dédiant à s'assurer que les générations futures comprenaient ce qui s'était passé et pourquoi cela ne devait jamais se reproduire. Ils visitaient Theo en Amérique tous les quelques ans, et le lien forgé dans ce champ boueux restait intact, musique, malgré les décennies et la distance. Le fils de Theo, Michael, nommé d'après le garçon du lieutenant Peyton, ramassa une poignée de terre et la laissa couler entre ses doigts. « Ah, c'est le grand-papa » dit-il, utilisant le titre pour le lieutenant qui était décédé 5 ans plus tôt, mais qui était resté une présence dans la vie de Theo jusqu'à la fin. Grand-papa Peyton disait toujours
Tu étais la personne la plus courageuse que je connaissais. Que cela prenait plus de courage de changer que de rester le même. » Théo sentit les larmes se former, mais n'essaya pas de les cacher. Le lieutenant Péton avait assisté au mariage de Théo, avait été présent aux naissances des 3 enfants, était devenu famille d'une manière qui transcendait les documents juridiques ou les frontières nationales. Sa dernière lettre, écrite quand il savait qu'il mourrait, avait libéré Théo de tout sentiment restant de dette ou d'obligation. « Tu ne me dois rien, disait-elle. Tu as saisi la chance que nous t'avons offerte et tu as construit quelque chose de beau. C'est tout ce que n'importe lequel d'entre nous peut espérer. Zam.